ce soir, c'est les Black Eyed Peas, s'il vous plaît. Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. HDV, yeah. Vous voyez, je vous ai montré, s'il vous plaît, le concert. Donc là, je sais pas, je crois que c'est un groupe qui s'appelle... C'est entre ces deux personnes, soit cette jeune femme, Nubia Garcia, ou le groupe là. Caravane Palace. En attendant que les Black Eyed Peas y commencent, parce qu'ils montent sur scène à minuit, s'il vous plaît. Je me suis dit, tiens, je vais vous faire une HDV que je devais pas vous raconter de sitôt parce que je ne l'ai même pas encore digérée. Mais comme ça, on va digérer tous ensemble cette HDV qui n'était absolument pas prévue. Je vous demanderai de faire abstraction de l'accord Ariana que j'ai en bas de la fenêtre. Et quant aux autres... Et même ils sont choqués de ma voix. Juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette pour cette nouvelle HDV qui veut dire histoire de vie. Je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, au Yémen. Donc cette histoire, elle est arrivée à un monsieur qui s'appelle Sadaq. Et Sadaq, lui, le début de sa vie, il est archi et hyper compliqué. Sa vie, c'est comment? C'est que depuis qu'il est tout petit, et même quand il était jeune, petit garçon, etc., il est issu d'une famille archi pauvre. Mais il a toujours fait en sorte de s'en sortir afin de sauver sa famille. Il vient, comme je vous ai dit, du Yémen, plus précisément de la région de Hib. Et il est né et il a grandi là-bas. Donc Sadaq, il est issu d'une famille aimé, apprécié de tous, c'est pas des gens à problème, c'est une famille classique. Donc Sadaq, la seule alternative qu'il a pensé pour s'en sortir, c'est de s'engager dans l'armée. Il avait l'ambition de devenir militaire et il y est, on va dire, parvenu. Et il va même y parvenir très vite, puisque dites-vous qu'il était tellement fort, physique, athlétique, qu'ils l'ont directement mis dans une brigade spéciale, on va dire, une section, où en gros, c'est comme on va dire un peu les forces spéciales et tout, tellement qu'il était vraiment fort. Et aussi, chaque ordre qu'on lui donne ou chaque demande qu'on lui soumet, il ne va jamais vous la refuser. Donc petit à petit et surtout très vite, il va commencer à gravir les échelons, à recevoir des médailles. Et donc c'était tout naturellement qu'il s'est fait une place au sein des forces spéciales. Et dites-vous qu'il était toujours demandé sur le terrain et donc il travaillait énormément. Et je vous ai dit, lui, dès qu'il y avait une action à faire, dès qu'il fallait sauver quelqu'un, aider quelqu'un, il disait jamais non. Donc à chaque fois, il était appelé parmi les premiers, voire le premier. Pour des missions, des vraies missions d'envergure, des missions secrètes, des sauvetages vraiment limite comme un peu à la mission impossible. Vous voyez un peu le style. Jusqu'à, il y a une anecdote connue de lui où il y a eu une dame qui était la femme d'un grand patron qui a été kidnappée par des bandits pour demander le classique, une rançon. Donc directement quand les autorités et tout, ils ont été au courant de ça, donc ils ont fait appel aux forces spéciales parce que c'est eux, dans ces cas délicats, qui doivent intervenir. Et donc il part avec son équipe, en plus c'était dans sa région à Hib. Il faut savoir que ces forces spéciales, ils avaient réussi à savoir l'endroit exact où cette femme, elle était détenue. Donc ils sont arrivés sur place et en fait le tout c'était de rester un peu discret, le temps de planifier, de savoir comment en fait ils allaient lancer l'attaque pour délivrer cette femme, mais surtout délivrer cette femme en toute sécurité, qu'il n'y a pas une balle perdue ou quelque chose qui la touche. Sauf que là, Sadaq, quand il va s'approcher de l'endroit où la femme elle était retenue en otage, il va s'approcher de manière discrète
de l'une des fenêtres, il va voir que la femme, elle était attachée, ligotée et bâillonnée, mais que les autres, ils étaient en train de regarder la télé, de faire leur vie, de ne pas calculer, et ils n'étaient pas du tout en garde ou en alerte. Ils pensaient qu'ils avaient trouvé, on va dire, la cachette parfaite et qu'ils mettraient du temps, eh bien, que ce soit la police ou toute autre force de l'ordre, à les retrouver. Mais à un moment donné, il va se passer une action devant les yeux de Sadr qui ne va pas passer. C'est qu'un des mecs, un des ravisseurs, il va s'approcher de la femme ligotée et il va commencer à avoir des gestes très déplacés envers elle, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Sadr, là, il est parti en vrille. Et là, il va mettre un coup de pied de cow-boy dans la porte de cette maison et il va tuer les 5 ravisseurs à lui tout seul. Alors qu'il n'avait pas eu l'autorisation, les ordres qu'il devait y aller, il a pris cette décision de lui-même à cause de l'image qu'il a vue en face de lui de ce ravisseur qui allait aller beaucoup plus loin envers cette femme. Donc dites-vous quand même qu'il a eu un rappel à l'ordre et une mise à pied parce qu'ils ont dit qu'il ne devait pas s'arraf, c'est-à-dire réagir de lui-même comme ça. Donc directement, il a eu aussi une autre punition qui l'ont mis un peu plus loin que l'endroit où il était déjà. Ça, c'était une des punitions, malgré qu'il a dit que lui, voilà, quand il a vu comment ce qu'il s'apprêtait à faire à la femme, il n'a pas, voilà, il a vu noir et c'est pour ça qu'il a agi ainsi. Ils lui ont dit, écoute, les ordres, c'est les ordres, voilà. Et en plus, c'était le dernier avertissement qu'il lui donnait, puisque je vous ai dit, à chaque fois, il avait tendance à agir par lui-même. Et ça, c'est un petit exemple parmi tant d'autres de la personnalité de Sadr. Tout le monde dit qu'il est gentil, tout le monde dit qu'il est droit, honnête, qu'il est bon, mais tout le monde dit aussi qu'il est trop mestareh, c'est-à-dire qu'il est trop impulsif. Oh, je suis trop contente, j'ai trouvé le mot tout de suite. C'est pour ça que j'ai fait jamais ma tête me gratte, mais là je cherchais ce mot-là. Il est impulsif et vous allez voir que malheureusement cette impulsivité va lui coûter très cher. Donc va arriver le jour où Sadr va tomber amoureux d'une fille de sa famille, d'une cousine, pas vraiment proche, mais quand même il se disait cousin-cousine. Et directement en fait il va avoir un réel coup de foudre envers elle. Sauf que cette cousine-là en question n'habitait pas le village même de Sadr, mais elle habitait le village d'à côté. Et dites-vous que cette fille, elle était tellement belle, elle était tellement d'une beauté qu'on pouvait très rarement croiser, qu'il l'appelait le joyau. Donc lui, je vous ai dit, déjà sa beauté qui l'avait marqué, mais aussi parce qu'il la connaissait depuis qu'ils étaient enfants. Et depuis enfant, cette femme, elle avait toujours été, machallah, d'une beauté incroyable. Et dites-vous que même cette femme, envers ses sœurs, ses autres cousines et tout, même les autres femmes et les autres jeunes femmes, je veux dire, du village, elle n'avait rien à voir avec eux au niveau beauté. Elle est déclassée, c'était une dinguerie. Et donc, comme je vous ai dit, ça veut dire que ça faisait un moment, depuis l'enfance, qu'il se disait un jour, elle sera ma femme, mais en grandissant avec le temps, il avait toujours cette idée en tête et ce rêve, cette ambition qu'elle devienne véritablement sa femme, mais il voulait d'abord ranger, avoir un peu d'argent de côté pour que quand il irait demander sa main de manière officielle, eh bien, il ne trouverait rien à redire, ils accepteraient parce que voilà, ce serait pour eux un vrai rajel, un vrai homme, capable d'ouvrir un foyer, mais surtout de s'occuper de leur fille. Un jour, quand il voit qu'il a assez d'économies de côté, qu'il peut ouvrir un foyer, fonder une famille, il va en parler avec ses parents, ses sœurs, et ils vont tous prendre la décision de l'aider, de lui dire « Ok, vas-y, on est avec toi ». Et ils vont partir pour demander la main de cette jeune femme, le joyau, comme il l'appelle de manière officielle. Et lorsqu'ils vont arriver là-bas et faire la demande va être acceptée. Et très vite, ils vont se marier. Le seul problème maintenant pour Sadr et son épouse, c'est que le travail de Sadr, il est véritablement loin de l'endroit où il habite. Puisque, dites-vous que des fois, il disparaît durant 3 mois. Enfin, disparaît. Son travail l'empêche de venir durant plus de 3 mois visiter sa famille. Tellement que là où il travaille, ça n'a rien à voir avec l'endroit où il est.
Et quand il est en congé, il peut avoir un mois entier, voire un mois et demi. Et là, il reste avec ses proches. Et à la fin de son congé, eh bien, rebelote, il part pour plusieurs mois sans venir voir sa famille. Avec le temps, ils vont avoir des enfants. Donc, ils vont avoir une fille qui s'appelle Soumoud et un garçon qui va s'appeler Ahmed. Donc, la fille, c'est elle qui est l'aînée. Et jusqu'alors, tout le monde aime, respecte et apprécie Sadiq et sa famille. Donc, je vous ai un peu dépeint le début de vie. Mais là, on va changer carrément d'angle et surtout, on va commencer à rentrer dans l'histoire d'aujourd'hui, de comment, en gros, cette famille va se retrouver bouleversée. Donc, je vous ai dit, Sadiq, quand il part au travail, il part pour 3 à 4 mois sans revenir auprès de sa famille. Cette histoire-là que je vous raconte, elle s'est passée en 2008. Il avait travaillé, ensuite il avait eu un mois de congé et au retour au travail, on a dit qu'il va avoir du changement au niveau des lieux maintenant où ils allaient être affectés, etc. Et que comme il y a des changements et le temps de mettre tout le monde en place, ils vont pouvoir réavoir on appelle ça. Ils vont pouvoir réavoir un congé d'une quinzaine de jours. Et ce congé d'une quinzaine de jours, c'était pour laisser du temps à leur chef de savoir où ils allaient les réaffecter, etc., etc. Donc le temps qu'ils organisent tout ça, ils leur ont dit, vous pouvez repartir auprès de vos familles. Donc Sadiq, il a tellement été surpris et choqué parce que je vous ai dit que lui, quand il part, il sait que la prochaine fois qu'il revoit sa famille, c'est pas avant 3-4 mois. Là, il est parti, il est resté un mois avec eux, il revient, on leur dit qu'il y a du changement et il peut repartir, rester 15 jours avec eux. Donc, il était super content. Et là, directement, il était tellement heureux qu'il va partir dans sa chambre et préparer une valise et qu'il va même pas vouloir annoncer cette nouvelle ni à ses enfants, ni à sa femme. Il voulait absolument leur faire une surprise parce que il vient de partir, il revient déjà. Il voulait les choquer parce que c'est toujours très dur les moments des au revoir, il y a des pleurs et tout. Parce que c'est long, 3-4 mois et tout ça. En plus, lui, son travail, il est tellement à risque qu'en plus, quand il part, la famille ne sont même pas sereins. Donc là, il s'est dit, je vais tellement les choquer qu'ils ne sont même pas prêts. Jamais ils vont s'imaginer me revoir revenir déjà auprès d'eux. Il a préparé sa valise. Ensuite, il est parti prendre le bus jusqu'à sa ville. C'était assez long comme trajet. Quand il est arrivé en ville, en fait, il a trouvé personne pour l'accompagner jusqu'au village. Il n'y avait plus de taxis disponibles. Ils n'étaient pas là. Et de la station de bus à sa maison, il y avait 15 km. Donc quand il a vu qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de se rendre jusqu'à son village, il n'y avait pas de taxi, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien, il s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais me taper ces 15 km à pied. Et franchement, il s'en fichait de faire 15 km puisque au final, il était content de les faire. Il allait retrouver son épouse et ses enfants. Donc là, il se met en marche, il marche jusqu'à finir par arriver enfin à son village. Mais surtout, arriver devant sa maison. Sauf que là, quand il est devant chez lui, il est surpris puisqu'il voit de l'extérieur de sa maison que toutes les lumières sont éteintes. Alors qu'on est à peine le coucher du soleil, qu'on est le Maghreb. Et il sait que lui, sa famille, eh bien, ils dorment assez tard. Donc là, il ne comprend pas pourquoi il n'y a aucune lumière. Donc là, il s'est dit peut-être qu'ils étaient fatigués parce que c'était une période de forte chaleur. Donc peut-être qu'ils sont tombés comme des crêpes, ils sont fatigués et il faut que je vois comment je vais faire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lui, toujours, il a avec lui son arme, et aussi, vous savez, les petites lampes torches. Donc directement, il se dit, je vais rentrer, mais je ne vais pas les faire paniquer. Si les pauvres sont endormis, genre depuis, je ne vais pas les réveiller à faire du bruit ou à allumer les lumières et tout. Il prend sa lampe torche, il allume, il ouvre la porte de chez lui doucement. Il entre et comme ça, dans l'idée de ne gêner personne, de ne réveiller personne, voilà. Il rentre normal. Donc là, il va se faufiler comme ça jusqu'à sa chambre à coucher. Quand il arrive, il frappe, puisqu'il voit que la porte de la chambre, elle est fermée à clé. Donc là, quand il frappe, il entend sa femme de derrière la porte qui hurle, qui crie, qui est en panique. Là, Sadiq,
il rigole, il lui dit c'est bon, arrête de crier, tu vas réveiller tout le village, c'est moi Sadek, ouvre-moi la porte. Donc là, elle a dit comment ça Sadek il vient de partir il n'y a pas longtemps au travail, qu'est-ce que Sadek, Dieu me parle, lui quand il part au travail, il revient pas avant 2, 3, 4 mois, voilà, donc qu'est-ce que tu es en train de dire, tu n'es pas mon mari. Tellement je vous ai dit qu'elle n'a pas l'habitude que son mari il revienne aussi vite pour un congé. Il lui dit mais c'est bon, ça y est, c'est moi, je t'ai dit, vas-y, ouvre la porte, comme ça tu vas bien voir que c'est moi. C'est moi, je suis revenue parce qu'il y a un changement qui va avoir au travail et qu'ils nous ont dit de partir et de revenir que dans 15 jours. Donc wallah, c'est moi, vas-y, viens ouvrir la porte. Et au bout d'un moment, sa femme, elle vient et elle finit par ouvrir la porte de la chambre. Sauf que là, quand son épouse, le joyau, elle ouvre la porte, il voit qu'elle tremble de la tête aux pieds, qu'elle est toute pâle, qu'elle transpire, qu'elle est vraiment pas bien. Et je t'ai genre, c'est quoi ton histoire à toi? Pourquoi tu n'ouvres pas la porte? Donc là, elle lui dit, non, t'inquiète, il n'y a rien. Mais ça se voit qu'elle n'est pas bien, qu'elle est grave, paniquée. Donc là, Sadek, il comprend rien. Il ne comprend pas pourquoi sa femme est dans cet état, il ziote comme ça un peu et il voit que tout a l'air pourtant normal. Donc pourquoi sa femme elle est comme ça angoissée et stressée? Donc là en fait, il ne comprenait pas la réaction de son épouse. Elle n'avait jamais agi ainsi envers lui. Mais mes cappuccinos, cappuccinettes, je vous arrête tout de suite, que votre esprit ne parte pas trop loin. Je sais que vous allez penser qu'elle a caché un amant ou qu'elle a sûrement un amant, qu'elle le trompe, mais que nenni, rien à voir. Vous allez voir. Et vous allez voir que c'est vraiment un sujet que lui-même ne pouvait s'imaginer. Je vous ai dit, il trouve sa femme étrange, mais il se dit, bon, peut-être qu'elle n'est pas trop dans son assiette. Il dépose son bagage dans sa chambre à coucher, il va voir son fils, il le salue, son fils il était endormi, il était choqué, papa, mais il croyait que c'était un rêve, il lui a expliqué, non voilà, je repars en fait que dans 15 jours, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Donc son garçon, il était content, il lui dit, vas-y, je te laisse finir ta nuit, Inch'Allah, on se voit demain. Il lui dit, ok. Et il passe à la chambre de sa fille aînée, Soumoud. Et quand il arrive, il ouvre la porte, il trouve que sa fille, elle avait plein de révisions autour d'elle et qu'elle était en train de réviser. Et donc quand elle les voit, elle fait un petit sourire timide. Et en même temps de ça, Sadek le père, il voit que sa fille Soumoud, elle pleure. Donc là, il comprend rien, il s'approche d'elle, il lui dit, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi est-ce que tu pleures? Mais là, sa fille Soumoud, au lieu de répondre à sa question, elle lui dit, mais papa, comment ça se fait que tu es déjà de retour alors que normalement tu nous avais dit que tu reviendrais que d'ici 2 à 3 mois, pourquoi tu es déjà là? Donc là, Sadek qui va répondre à sa fille, ma fille m'ont donné un congé de 15 jours parce qu'il y a une nouvelle restructuration au travail, mais c'est pas ça l'essentiel, moi je veux savoir pourquoi est-ce que tu pleures. Mais là, sa fille Soumoud, elle va lui dire, non papa, t'inquiète pas, si je pleure, c'est parce que je suis trop stressée par rapport aux examens que j'ai à passer, ça m'angoisse et tout, je veux tellement réussir, je veux tellement que toi et maman, vous soyez fiers de moi, que je sois un exemple pour le petit frère, qu'en fait, je me mets trop de pression sur les épaules et donc c'est pour ça que je pleure, mais t'inquiète pas, j'ai rien, Dieu merci. Donc là, il lui dit, Sadek, son père, ne t'inquiète pas ma fille, ne te mets pas la pression, tu vas réussir, je sais que tu en es capable et tout, arrête de te rendre malade. Et puis de toute façon, même si tu rates tes examens, c'est pas la fin du monde, etc. Ne te rends pas malade pour ça. Ensuite, il parle un peu avec elle, il l'embrasse sur la tête et lui dit de passer une bonne nuit et d'arrêter ses révisions ici. Et donc, à partir de ce moment-là, Sadek, une fois qu'il rassure sa fille, il part se coucher. Le lendemain matin, il prend le temps pour se réveiller, pour se lever. Ensuite, il prend son petit déjeuner. Mais il trouve quand même étrangement calme, que ce soit sa fille Soumoud, son épouse et même son fils. Donc là, il parle, il leur dit, est-ce que ça vous fait pas plaisir, eh bien, de me savoir avec vous à la maison? Donc là, ils disent, mais non, n'importe quoi et tout ça. Je sais pas, d'habitude, vous êtes bavard, vous rigolez, vous mettez l'ambiance. Là, je sais pas, depuis hier, vous avez l'air trop choqués que je sois là. Et là, la mère, elle dit, mais non, et elle commence à entamer un sujet, et puis ça apaise un peu le silence qu'il y avait. Et puis directement, il repart dans sa chambre, il s'apprête, et puis il dit, tiens, il va aller faire un tour auprès de ses potes et aller dans son village. Toutes les personnes qu'il connaît, tous ses potes qu'il va croiser, dites-vous, ils vont tous le regarder pareil avec étonnement et surtout tous lui poser la même question. La question de, mais pourquoi t'es déjà de retour?
pourquoi t'es rentré? Alors ça fait même pas un mois que comme ça t'es parti et tout. Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Donc directement, il leur explique parce qu'il y a une nouvelle restructuration au travail. Ils nous ont donné 15 jours, le temps qu'ils soient préparés, que ce soit fait. Et après, je repars, les gars, vous inquiétez pas. Et il rigole, mais il voit que quand même cette question, elle lui revient toujours alors que jamais ils avaient pris le temps d'être étonnés. Au contraire, plutôt quand ils le voyaient dans le village, ils étaient contents et heureux. À chaque fois qu'ils partaient n'importe où ou qu'ils croisaient n'importe quel de ses potes, n'importe lequel de ses potes, il lui disait mais qu'est-ce que tu viens faire ici, pourquoi tu es là? Et là il va croiser vraiment un pote à lui, c'est son intime on va dire. Et il sait que son meilleur ami, il se posait toujours on va dire dans le café du village. Donc il arrive, déjà les gens quand ils le voient venir ils sont abasourdis. Il s'installe à côté de son pote, il lui dit bah alors tu me salues pas et tout, t'es pas content de me voir, pourquoi vous avez tous l'air bizarre, choqués que je sois là, je suis issu de ce village, je suis né là, je vous rappelle et tout, et puis il rigole. Mais il voit que son pote il le suit pas dans son rire et il lui dit comme ça d'un air vraiment chelou, mais pourquoi t'es là Sadek? Pourquoi t'es rentré maintenant? Donc à ce moment-là, Sadek il va faire oh j'en ai marre, mais c'est pas possible, mais vous êtes sérieux? Depuis que je suis sortie chez moi, depuis que je suis sortie chez moi? Depuis hier, ma femme elle a commencé et ma fille elle a clôturé. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es revenu? Depuis que je suis sortie de la maison ce matin jusqu'à toi maintenant, pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? Mais vous êtes sérieux ou quoi? Je suis là parce que c'est mon village, j'ai juste eu 15 jours avec le travail, j'ai pas droit à un congé. Et là il va lui dire Sadek, écoute s'il te plaît, s'il y a quelque chose, vas-y parle, parce que là c'est en train de m'énerver, c'est en train de me mettre en tension parce que vous êtes tous bizarres. Il va lui dire non mais il prend pas comme ça, c'est juste que dis-moi la vérité, pourquoi t'es revenu? Donc là il est encore plus étonné. Mais la vérité, je suis en train de vous la dire depuis, je suis en congé de 15 jours. Là, son pote, il dit, ah, c'est juste parce que tu as un congé avec le travail, c'est pas parce qu'on t'a appelé ou il y a un souci ou quelque chose, quoi. C'est juste parce que c'est un congé que tu es là, ok? La Sadek, il va dire, bah oui, voilà, si tu veux, même je te montre la lettre, comme quoi, genre, en gros, c'est un congé de 15 jours pour ci, pour ça. Mais vas-y, là, comment t'agis? Dis-moi, s'il te plaît. Il y a un truc que je dois savoir. Il y a un truc qui s'est passé que je suis pas au courant. En plus, tu sais que moi, j'ai confiance que en toi. Et si toi, tu me le dis pas, personne va le faire. Donc, vas-y, s'il te plaît, s'il y a un truc, dis-le. Donc là, mes cappuccinettes, son ami va lui dire, écoute, Sadek, il y a un problème, il y a un truc qui se passe. Et c'est étendu et ça s'est répandu comme une traînée de poudre à travers tout le village et tout le monde est au courant d'un truc. Mais en voyant comment t'es nachette, c'est-à-dire happy, comment t'es comme à ton habitude, je pense que t'es pas au courant de cette nouvelle. Et ça, j'en suis certain. Et aussi, pourquoi j'en suis certain, c'est parce que si tu serais au courant de ce qui se passe, je pense que le village, il serait en feu. Donc là, il panique. Donc là, Sadek, il dit à son pote, mais là, c'est pas possible, tu veux me donner un AVC ou une crise cardiaque, pars directement, qu'est-ce qui se passe? Vu le ton et le regard que tu as, c'est un truc grave, c'est une dinguerie. Bon, il faut que tu saches que quand tu n'étais pas là, il s'est passé qu'il y a des ondits qui ont commencé un peu à immerger dans le village sur une jeune fille du village qui serait tombée enceinte. Et elle serait tombée enceinte d'un jeune aussi de ce village. Et a commencé à avoir trop de parlotte. Quand j'ai commencé à mener ma petite enquête pour savoir qui était la jeune fille en question, sache que je suis vraiment désolée de te le dire, mais la jeune fille dont il s'agit, eh bien, j'ai découvert que c'était ta fille. C'est bon, le concert est fini, on peut finir notre vidéo tranquille. Donc là, il lui dit, je suis vraiment désolée, mais j'ai découvert que celle qui est enceinte, c'est ta fille, Soumoun. Donc là, il s'est énervé instinctivement, Sadek, et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Donc directement, son ami, il lui a dit, Ehda, qui veut dire, calme-toi, il faut vraiment que tu te calmes. Parce que là, cette histoire, il lui faut les nerfs solides et il ne faut pas que tu t'emportes, il ne faut pas que tu agisses sous le coup des nerfs et tout. Reste calme, il y a tout problème à solution. En plus, son pote, il lui dit, quand j'ai entendu que tu étais de retour au village, j'étais choquée et j'étais persuadée, crois-moi, que si tu étais de retour, c'est parce que tu avais appris que ta fille était tombée enceinte.
Donc je t'en conjure, Sadek, s'il te plaît, ne fais aucune action démesurée, ne commets aucune folie, parce que je ne pourrai jamais me le pardonner, puisque c'est moi qui t'ai appris cette nouvelle. Et sache une chose, je vais rester à tes côtés jusqu'à ce que tu puisses dénouer et ouvrir chez Meshakil ce problème. Et tu sais très bien que ce genre de soucis, il y a plus d'1 milliard de solutions pour ouvrir ce problème. N'emprunte surtout pas le chemin du crime, de la vengeance. En plus, il t'agit ainsi en les tuant, parce qu'il savait très bien qu'il allait s'en prendre au mec, mais aussi à sa fille. Il lui a dit, le problème, il va grandir encore plus. Et le village, ça va dépasser au-delà du village, ça va devenir même, imagine, au niveau national, tout le monde va apprendre la catastrophe que tu auras fait. Sauf qu'à ce moment-là, le pote de Sadek est parlé, mais Sadek, il était sous le choc, il était sous emprise de colère, sous emprise de haine. Là, ça y est, il était devenu un autre. Donc tellement qu'il est sous le choc, il lui dit c'est passé quand, c'était comment, c'est pas possible, t'es sûr que c'est de ma fille que t'es en train de me parler, ma fille jamais a fait un truc pareil, c'est pas possible. C'est sûr que ce que tu es en train de me raconter, ce que tout le village raconte sur ma fille, c'est juste du mensonge. Vous voulez juste la salir gratuitement. Ma fille, elle a que 18 ans. Donc là, il lui dit, son pote, écoute, là, c'est pas à peine de faire un scandale, de crier. Les gens ils commencent à se retourner déjà et à nous regarder. Tu sais, tu vas faire quoi? Il lui dit, je fais quoi? Il lui dit, tu vas chez toi, tu t'installes, tu te poses avec ta femme et ta fille. Et tu parles et tu essayes de comprendre et tu verras que ce que je t'ai dit, et ce que tout le village est au courant, c'est la seule vérité. Et aussi, demande-lui bien c'est qui est le mec. Comme ça, une fois qu'on sait c'est qui le mec, on est sûr à 100%, on pourra réparer ce qu'ils ont fait en les mariant. Mais là, agis avec calme. Une fois que son pote de Sadek, il voit qu'il est calme et posé, c'est là qu'il le lâche pour partir chez lui. Dès qu'il rentre, il va dans la cuisine, il entend que sa femme, elle est là-bas. Dès que sa femme, elle le voit en se retournant, elle lâche qu'elle avait dans les mains la vaisselle. Elle est en panique, puisque elle sait, elle est au courant. Et quand elle l'a vu sortir, elle entendait juste le moment où il allait rentrer parce qu'elle savait qu'il allait apprendre la nouvelle sûr et certain dehors. Donc là, quand elle a vu sa tête, comment il marchait, la voix qu'il avait, comment il tremblait, elle s'est dit ça et c'est foutu. Il est au courant. Donc directement, il va vers elle et il lui dit où elle est Soumoud. Donc là, directement, elle se met à pleurer et à supplier. Et elle lui dit, s'il te plaît, punis-la, fais tout ce que tu veux, sauf tu la tues pas. Pitié, ne tue pas notre enfant. Mais là, vous vous rappelez que lorsque Sadek il arrive à la maison et qu'elle a entendu qu'il disait mais ouvre la porte de la chambre, c'est moi, elle était surprise, elle était apeurée, choquée. Elle, dans sa tête, en premier lieu, elle pensait que quelqu'un lui avait balancé que sa fille était enceinte. Donc c'est pour ça qu'elle avait paniqué. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'il était parti pour voir sa fille dans sa chambre et qu'elle s'était mise à pleurer, en fait, elle pleurait pas parce qu'elle avait peur de rater ses examens. Elle pleurait parce qu'elle avait peur que son père soit au courant et que s'il est revenu comme ça de manière précipitée, c'était pour la mettre en terre, parce qu'elle savait très bien que lorsque son père allait apprendre cette nouvelle, la région dans laquelle ils sont issus, eh bien, c'est pas la première fille qui est passée par ce que Soumoud est passé. Elle savait que si son père était au courant, il n'hésiterait pas, malheureusement. Vous savez à quoi. Donc là, en fait, ce qui s'était passé, c'est que lorsque Soumoud elle a vu que son père, il parlait avec elle de manière normale, comme à son habitude, il rigolait, c'est-à-dire il l'encourageait, il la réconfortait et tout, elle avait un peu redescendu sa pression artérielle, elle n'était plus stressée ni paniquée, puisqu'elle s'est dit, ça, Dieu merci, il n'est pas au courant. Donc même Sadek, dites-vous que dans sa tête, il s'était mis toute la cachette en machine arrière de son arrivée, du comportement de toute la famille, des gens de dehors. Et ben, il avait compris que c'était suite parce que sa fille, elle était enceinte en fait. Les gens, ils pensaient qu'il était venu pour tuer sa fille et tuer le garçon. Donc directement, il crie sur sa femme qui tremble et là, elle va chercher sa fille qui reste cachée derrière sa mère et la mère qui supplie le mari. Donc ça veut dire que de ne pas faire de mal à sa fille, ni de s'en approcher, ni rien. Et là, il reste à distance et lui dit, écoute, tu sais très bien que là, ce que tu as fait, c'est une dinguerie.
que nous ici, les hommes, comment on est, tu sais les idées qu'on a, et tu sais que ça on n'accepte pas, et moi je peux pas laisser les gens me pointer du doigt. Tu as mis ma tête en terre, tu as laissé les gens parler dans mon dos et cracher dessus. Bref, que des choses graves comme ça qu'il était en train de lui dire. Et Soumoud, la pauvre, elle tremble de la tête aux pieds et elle pleure. Et sa mère, elle est là en tant que bouclier. Son père, il va lui dire une phrase qui va choquer la mère et qui va choquer Soumoud. Il va lui dire, tu sais très bien que moi, j'ai des idées bien arrêtées et que dans ma tête, je suis encore à l'ancienne et que le crime d'honneur chez moi, même si on est à une autre époque, moi tu sais très bien ce que j'en pense. Il lui dit maintenant, écoute, moi j'aurais aucun mal, genre en gros, à mettre fin à ta vie. J'aurais juste l'impression, et là vous allez être choqués mes cappuccinos, cappuccinettes, de tuer un poulet. Pour moi, ça fera aucune différence. Et sois-en sûr que j'aurai aucun remords à le faire. Mais déjà, tu vas répondre à mes questions. Déjà, je veux savoir c'est qui le gars en question. C'est qui le père de cet enfant. Donc là, Soumoud, d'une petite voix tremblotante, derrière le dos de sa mère, la pauvre, elle va répondre à son père. Le jeune garçon s'appelle Taïeb. Et ce jeune Taïeb, il faut que tu saches, c'est qu'il est issu d'une famille de notables. Sa famille, c'est que genre des gens haut placés. Donc c'est lui le père de cet enfant. Donc là son père il dit rien puisque son père maintenant il voit très bien de quelle famille il s'agissait. Et il sait que ce garçon il est pourri gâté, trop choyé. Et le vrai problème de Sadek à ce moment-là, c'est que lui il apprécie énormément la famille de Taïeb. Surtout les anciens, ils se sont toujours bien entendus. Et dites-vous que c'est même la famille de ce Taïeb qui avait aidé à l'époque Sadek pour qu'il puisse rentrer dans le truc de militaire, etc. C'était eux, vu qu'ils sont haut placés, qui avaient fait en sorte que tout lui soit facilité. Il ne sait pas quoi faire, il est perdu, mais tout de suite lui viennent en tête les paroles de son pote, s'il te plaît, ne fais pas de dinguerie, ne tue pas ta fille, ne fais pas ça. Il y en a beaucoup qui ont fait et qui ont agi comme ça, tout de suite en voulant paraître l'honneur, etc. Tuer leur fille et en fait, et par la suite, ils sont devenus complètement fous. Tu sais pas comment ça doit traumatiser de tuer son propre enfant de ses propres mains pour les gens. Donc, reste posé, je t'ai dit, on va trouver une solution. Mais surtout, il a pensé, quand il lui a dit, il est, et puis ça y est, ce sera un sujet clos. Si il l'aime et si ta fille aussi l'aime, voilà, c'est bon, on les marie, puis fin du sujet. Mais malheureusement, le père a déchargé. Mais malheureusement, le père, il va frapper quand même sa fille. Si bien que la mère, elle devra sortir dehors pour supplier les gens de rentrer et de l'aider à enlever le père sur la fille. Il l'a lâchée, elle était à 2 doigts comme ça de mourir. Le père, il dit à sa fille, écoute-moi bien, demain, je vais aller voir le mec. S'il ne me parle pas de mariage, s'il n'accepte pas de te marier avec toi et tout, sache que vous deux, je vais vous enterrer. Mais là, ce que le père ne savait pas, c'est ce que sa fille va lui dire. Sa fille va lui dire, mais moi, je n'étais pas amoureuse de lui ni rien du tout. En fait, il m'a agressée de la manière dont vous savez. Là, son père, il va lui dire comment? Elle va dire, tu sais, comme il fait chaud, on a l'habitude, par moment, on préfère dormir à l'extérieur dans le jardin. Première nuit, il a sauté dans le jardin, je l'ai repoussé, j'ai eu le dessus. Deuxième nuit, pareil, mais je ne voulais pas en parler à maman ni au petit frère. Je ne voulais pas que ça attire trop de problèmes. Et troisième nuit, il m'a dit juste qu'il voulait parler avec moi, etc. Il m'a donné un jus d'orange. Et quand j'ai bu ce jus d'orange, je ne sais pas après ce qui s'est passé. Et quand je me suis réveillée, il était trop tard. Il a fait ce qu'il voulait faire. Donc le père, quand il a entendu ça de sa fille, il sait qu'elle n'a pas l'habitude de mentir, eh bien il l'a cru sur parole et il n'a pas cherché à comprendre. Si ma fille elle a dit ça, ça veut dire que c'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Sauf que là, tout le monde va être surpris que maintenant, en fait, Sadek, il est au courant, mais qu'encore, il n'est pas en train de partir direction de la maison du mec pour laver son honneur, comme ils le disent, avec une arme, voilà, comme ils savent qu'il est toujours armé. Il voit qu'il est chez lui, il ne bouge pas, il n'a aucune réaction. Alors que les gens, c'est comme s'ils attendaient de lui, pas qu'il aille tuer
soit sa fille, soit le mec, ou carrément même les deux. En tout cas, une grande partie des villageois. Puisque quand même, des mecs comme son pote, sa femme, le petit frère et d'autres personnes qui ont la tête sur les épaules, ils ne voulaient pas que ça aille jusqu'à là. Donc toute cette nuit, il n'a pas réussi à fermer un œil. Il ne voulait rien manger, rien boire, parler à personne. Il s'est enfermé dans sa chambre tout seul et il est resté à veiller jusqu'au matin. Dès qu'il a vu que le soleil s'est levé, il s'est habillé, il a pris ses affaires et il est sorti de chez lui. Ensuite, il va partir chez son pote qui lui a annoncé que sa fille était enceinte. Il lui a dit, je veux que tu viennes avec moi, m'accompagner, je dois aller quelque part. Son pote, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Donc là, ils se sont mis en direction d'un jeune homme du nom de Razaz. Et ce Razaz, c'est qui? C'est tout simplement le cousin de Taïeb. Il faut savoir, c'est que le garçon Taïeb, il avait fui le village quand il avait entendu que le père de Soumoud, il était de retour. Parce que lui aussi, il avait pensé que si le père, il était de retour, c'était pour venir le tuer puisqu'il avait appris, voilà, ce qu'il avait fait à sa fille. Donc Sadek, il poursuit en disant au cousin, écoute, moi je suis quelqu'un, je vais essayer de rester calme. Demande à mon pote et demande partout. Moi, si je suis pas quelqu'un de sanguin, si je suis pas quelqu'un, voilà, qui comprend les trucs d'honneur et tout ça, demande après moi qui je suis. Mais là, dans cette situation, comme ça me touche directement, puisque ça touche ma fille, écoute, je vais rester calme, je vais pas m'énerver. Donc, va voir ton cousin, tu lui dis, on veut pas de mariage, on veut faire un truc vite fait, qui vient pour réparer son erreur en se mariant avec ma fille, qui laisse pas les gens la pointer du doigt, parce que même s'ils sont deux dans ce genre d'histoire, celle qui trinque toujours le plus, c'est la fille ou bien la femme, c'est toujours elle qu'on va blâmer au lieu de l'homme. Donc moi, va lui dire qu'il vient réparer son erreur, parce que si, genre en gros, j'enlève le masque de calme que j'ai, ça va mal finir. Et tiens, et là il met sa main derrière lui, derrière son jean, derrière son pantalon, et il sort son arme, son pistolet. Et il la pose dans la main du cousin Razaz et lui dit, le fait que je te pose dans ta main mon arme, c'est pour qu'il voit, genre en gros, que je suis de bonne foi et qu'il sera en sécurité, qu'il vienne avec sa famille tout demander, juste la main de ma fille, que ce cauchemar-là pour elle s'arrête, ainsi que ma famille, que les gens arrêtent de parler de nous, qu'il répare son erreur. Voilà, donc montre-lui bien que je vais rien lui faire, je vais pas le toucher, voilà. Donc à partir de là, le cousin Razaz, il remercie, il embrasse la tête et les mains, dites-vous, de Sadek, et lui dit, t'inquiète pas, je vais gérer, il va venir, merci. Lui, il venait chez lui en panique, parce qu'il lui avait donné rendez-vous. Il venait chez lui en panique, se disant, c'est mort, il va tous nous enterrer. C'est-à-dire qu'on sait très bien comment il est, c'est un sanguin, c'est un nerveux, il est traditionnaliste de ouf, donc ça, il va pas laisser passer. Mais le fait qu'il lui ait tenu ce discours et carrément il lui a mis son arme, ça a montré que il voulait trouver un terrain d'entente. Razaz directement chez Taïeb, parce qu'il savait où il s'était réfugié et caché. Taïeb va lui dire, écoute, ce qu'il veut, je suis OK. Donc là, dans un premier temps, Razaz, il est content. Il dit, bah voilà, c'est bon, alhamdoulilah, vas-y, viens. Et tout, on va chez eux. Il a dit, non, non, t'as pas compris. Dans le sens de ce qu'il veut, je lui donne. Il fait comme ça, par rapport à de l'argent. Je lui donne n'importe quelle somme qu'il veut. Il remplit lui-même le chèque. Mais pour que moi, je prenne sa fille, jamais de la vie. Donc là, directement, le cousin Razaz, il lui dit, quoi? Lèche? Pourquoi? Il y a quoi? Pourquoi? Il était choqué. Et là, il va répondre, si elle a accepté d'avoir une relation avec moi, ça veut dire qu'elle aurait pu accepter d'avoir une relation avec n'importe qui. Phrase qui me tend. En plus, moi, je suis pas certain, en vérité, que l'enfant qu'elle porte, eh bien qu'il soit bien de moi. Alors que la fille n'avait jamais eu de relation intime auparavant, hormis avec lui. Donc là, le cousin Razaz, le missionnaire, il en avait marre. Il était choqué, il lui a dit, mais ça va pas la tête. Il te tend même pas une main, il te tend ses deux mains, son corps entier. Il reste calme, il reste posé, alors que si, tu sais très bien, ce serait arrivé à une fille de notre famille, la pauvre, elle serait déjà enterrée 6 pieds sous terre. Il n'y aura aucun de chez nous qui l'aurait genre épargné. Là, le mec, il t'a laissé quelques jours et tout ça, nanana.
il vient vers toi pour te demander quelque chose qui est genre normal, Taïeb il va rétorquer en disant impossible que je me marie avec elle, alors que maintenant toute l'histoire elle est connue de tout le monde dans le village et même dans les villages d'à côté. Et moi, si je me marie avec elle, les gens ils vont aussi m'insulter et ils vont mal me regarder et ils vont plus du tout me respecter. Non, non, non. Elle, c'était une fille, elle n'avait pas à fauter. Moi, je suis un mec, c'est pas grave. Chez les mecs, c'est connu que voilà, on peut aller à gauche, à droite. Radi. Moi, ce qu'il veut en termes d'argent, je lui donne. Mais pour qu'il dise que je me marie avec sa fille, c'est même pas en rêve. Et la Razaz, il va rester à négocier, à négocier, à négocier. Jusqu'à, en fait, il est à bout de souffle, il est fatigué, il n'a plus de force. Il peut plus, en fait, jusqu'à sa langue, elle a séché tellement que il l'a fait parler, tellement qu'il a essayé de trouver des solutions, tellement qu'il a essayé de le raisonner, en fait, il avait plus de ce fort. Donc là, Razaz, il a les pieds et les mains liés, il sait pas quoi faire et il sait que là il attend ça. Donc il retourne auprès de lui, il arrive et là il est tout gêné, il sait pas comment il va dire et annoncer cette nouvelle. Il dit écoute, j'ai parlé avec Taïeb et il dit que là il n'est pas prêt pour avoir un foyer, pour se marier, il a rien de côté ni rien. En fait il essaye comme ça de trouver des excuses parce qu'il avait beaucoup trop peur de lui dire tout ce que Taïeb avait dit sur sa fille. Il avait trop peur de parler. Les dingueries qu'il a dit, que si elle venait avec malheur, elle peut aller avec un autre. Je suis pas sûre que ce soit mon enfant, alors qu'il sait très bien que c'était sa première relation intime. Donc tout ça, il voulait pas du tout dire à Sadak parce que là, il savait que sinon, ça allait partir trop loin. Il continue en disant il n'est pas prêt, il dit qu'il est trop jeune, en plus il n'a pas trop de côté et il a dit qu'il peut pas donner un mahar, c'est-à-dire la dot. Mais à ce moment-là, Raja ne savait pas que Sadak va lui dire écoute, moi je veux ni fête, ni mariage, ni dot, ni rien, je veux juste qu'il vienne, qu'il se marie avec ma fille et qu'il part avec elle, c'est tout. Donc là, Razaz, il dit rien, il dit juste de nouveau ok et il repart. C'est Taïeb et sur tout le long du chemin, il réfléchit à comment il va réussir à le convaincre pour se marier avec Soumoud. Et là, Razaz lui dit écoute, s'il te plaît, écoute-moi Taïeb, t'as vu, je t'aime trop, t'es mon cousin, t'es comme mon frère et tout ça, mais s'il te plaît, vas-y, répare l'erreur. En plus, dans l'histoire, comme tu l'as dit de ta propre bouche, c'est Soumoud qui est en train de payer le plus. Donc là, il essaye de le convaincre, de le raisonner. Même si après, tu te maries avec elle et tu la divorces, genre après son accouchement, c'est pas grave. Mais là, maintenant, tout de suite, là, c'est tellement chaud que tu es obligé de réparer ce que tu as fait. Donc, accepte ce foutu mariage que pour quelques mois, le temps de sa grossesse. Parce que, Wallah Taïeb, je l'ai vu dans ses yeux, que si tu ne le fais pas, il n'hésitera pas une seconde à mettre fin à ta vie. Et s'il ne te tue pas toi, il tuera l'un d'entre nous pour nous atteindre dans la douleur, comme toi, tu l'auras fait à eux. Et à ce moment-là, Taïeb, malgré tout ce qu'il lui a dit de nouveau, Razaz, il va dire genre en gros qu'il aille se faire F, vous avez compris, et genre en gros laisse-le faire ce qu'il dit qu'il va faire, laisse-le, s'il veut menacer, s'il dit qu'il va me faire quelque chose, vas-y on va voir, t'inquiète, il va rien faire, il sait très bien mon père c'est qui est notre famille, il va jamais oser franchir cette limite, il est mort. Et moi sa fille, une fille comme ça, merci, moi je veux une fille de bonne famille, moi je veux une fille que ma mère ou mes sœurs me choisissent, je veux pas de Soumoud. Donc Razaz, quand il voit que c'était mort, il va décider d'aller parler avec les parents de Taïeb directement, avec les grands-parents, etc., pour qu'ils appuient sur Taïeb et qu'il répare son erreur. Sauf qu'il va trouver aucun soutien de la part d'aucun des membres de la famille de Taïeb, c'est-à-dire de sa tante, de son oncle, des grands-parents. Il n'y a personne qui va dire que c'est un bon procédé qu'il a proposé, c'est-à-dire que le mariage pour que toutes ces histoires s'arrêtent et s'étouffent. Non, parce que eux aussi, ils ont blâmé Soumoud et non leur fils. Donc la Razaz, il leur dit quand même Allah yakhallikum intum arfin al-hajm ma lil-mushkila. Vous ne connaissez pas l'ampleur du problème, l'ampleur de ce qu'on risque tous si il apprend que la manière vous êtes en train de parler de sa fille. Et là,
ils vont juste lui dire, eh bien si c'est un homme, qu'il applique les menaces qu'il a dit qu'il ferait. Mais eux-mêmes, ils savaient très bien que ça veut dire qu'ils ne pourraient rien faire, puisqu'il appréciait énormément la famille depuis des années. Et voilà, il ne voulait pas en arriver jusque-là. Quand il parlait comme ça dans un premier temps, c'était juste pour leur faire peur. Donc au bout de quelques jours, voilà Razaz qui appelle Sadeq et qui lui dit: écoute mon ami, je suis désolé, mais moi, s'il te plaît, ne me compte plus dans cette affaire, même si tu veux, ne me compte pas du tout de cette famille, dans cette histoire. Moi, j'ai rien à voir. J'ai essayé par tous les moyens, par A plus B, de le convaincre. J'ai même été voir la famille, les anciens de chez nous, pour qu'ils lui parlent, qu'ils lui entendent raison, etc. Mais il veut rien savoir, il veut pas se marier avec ta fille, il veut pas accepter de mariage. Donc là, ça veut dire qu'il s'attendait pas à ça, puisque quand il a vu le numéro de téléphone de Razaz, il s'est dit: enfin, ils vont m'annoncer qu'ils viennent tel jour. Sauf que là, quand il entend ce qu'il lui a dit, il est choqué et surtout énervé, puisque ça faisait quelques jours maintenant que lorsqu'il sortait au village, tous les gens le regardaient, tous les gens se penchaient l'un sur l'autre pour murmurer, et ça se voyait qu'il parlait de lui. Et il y en a même certains qui vont commencer à lui dire: toi t'es un militaire, tu fais le mec alors que t'es même pas capable de réparer l'honneur de ta fille, tu vas laisser une mauvaise image. Et ils vont se permettre maintenant, les plus jeunes, de fauter pensant que rien ne va leur arriver, etc. Donc ils se faisaient insulter. Et donc tous les jours, ils se faisaient rabaisser et insulter. Et tous les jours, ils prenaient sur lui et il ne savait pas quoi faire. Razaz, il dit: voilà, j'ai tout fait, Dieu il m'en est témoin, mais s'il te plaît, moi, ne me calcule plus dans cette affaire, je ne veux plus rien savoir. Et s'il te plaît, t'en prends pas à moi, parce que Dieu il m'est témoin que j'ai essayé de le convaincre, mais il ne veut pas de ta fille. Donc quand il a eu cet appel, il n'était pas tout seul, Sadeq, il était avec son meilleur ami qui lui avait annoncé, voilà, que sa fille elle était enceinte et tout. Et là, il a compris, au vu de l'expression de visage de Sadeq, que la demande en mariage, elle n'avait pas abouti. Donc là, il s'est dit: purée, ça, il va s'énerver, il va aller tuer. Et donc là, il a commencé à le calmer, à le raisonner, à lui dire: c'est bon, t'inquiète, ça va s'arranger. Tu sais quoi? Wallah, va voir le grand du village, l'imam là, va voir. Wallah, c'est lui il va les obliger à se marier avec ta fille. Et tu y vas, et tu lui racontes, et tu verras que l'imam, il est tellement bien, il a réparé et réussi à résoudre des affaires qui étaient beaucoup plus compliquées que l'histoire de ta fille. Donc vas-y, demain, première heure, tu vas chez lui. Et dès le lendemain, dès que le jour se lève, il se prépare et il se met direction la maison de l'imam. Seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, par exemple, c'est la maison de l'imam. Là, c'est une petite route, mais vraiment un chemin, je vais dire, un chemin. Et après, vous avez un espèce de petit café de quartier juste en face de la maison de l'imam. Et donc, quand il arrive pour aller à la maison de l'imam, dans la clientèle des personnes qui étaient assises au café, il reconnaît dans une table, parmi les jeunes, le fameux Taïeb qui a mis enceinte sa fille. Au même moment, il y a un groupe de 5 filles qui passent devant le café et qui marchent et qui continuent vers le puits. Parce que comme c'est un village, ils ont un puits et c'était les jeunes filles souvent qui étaient en charge d'aller chercher l'eau. Et donc, parmi ces jeunes filles, il y a la fille de Taïeb. C'est-à-dire quand il a vu cette image-là, il s'est caché un peu plus loin et il est resté à observer que ce soit sa fille avec ses amis et Taïeb avec ses potes. Et il entendait très bien ce que Taïeb sortait de sa bouche. Et à un moment donné, Taïeb il va se mettre à parler fort et à rigoler et à montrer du doigt et à parler de quelqu'un. Et c'est qui cette personne qu'il est en train de parler du doigt et qu'il est en train de montrer? Eh bien, c'était la fille de Sadeq. À un moment donné, ça rigolait et ça parlait fort. Et en même temps, s'il y avait un match de foot, alors il n'entendait plus très bien. Donc, il a reconnu Sadeq. Parmi les mecs qui étaient autour de Taïeb, il y avait un petit jeune qui connaissait. Et ce petit jeune qui connaissait, il se prénommait Saïd. Donc, quand Sadeq il va appeler Saïd et lui dire de venir, il va voir Taïeb qu'il est en train d'être appelé Saïd, son pote, par Sadeq. Et là, il va plus faire l'arrogant et rigoler et faire et le narguer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Taïeb il rigolait encore plus du fait qu'il soit encore vivant. Il n'est pas taré. Genre, en gros,
il disait à tout le monde, ouais, vous disiez que c'est un homme, c'est un militaire et tout ça, là, bah alors là, j'ai fait ça à sa fille et ça et ça et ça. Et le mec, il m'a rien fait. Pire, il n'ose même plus sortir de chez lui, il reste caché entre quatre murs. Moi, je croyais qu'on allait se confronter, je croyais qu'on allait se taper, je croyais qu'on allait, mais rien du tout. Eh bien, si j'aurais su qu'il allait agir ainsi face à moi, ça fait longtemps que j'aurais piégé sa fille. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la fille de Sadek et de Joyau, elle avait pris la beauté de sa mère, mais vraiment photocopie. Je vous ai dit, il s'était mis à parler fort quand il a vu que Sadek, il était là dans les parages. Il disait à ses potes, vous savez, elle, la plus belle du village, celle qui fait tourner les têtes, celle qui, on pensait ne pas pouvoir toucher, ne même pas pouvoir rêver qu'elle nous parle, etc. Eh bien, dites-vous que j'ai réussi, en gros, à la mettre dans mon lit. Et à ce moment-là, en fait, Taïeb, il ne savait pas les dingueries qu'il était en train de débuter, ce que ça allait engendrer quelques minutes plus tard. Et comme il a vu que le père, que Sadek, il était resté calme et qu'il sortait pas, qu'il parlait pas, et qu'il lui envoyait des gens pour parler avec lui, limite le supplier, s'il te plaît, prends ma fille, s'il te plaît, ci, s'il te plaît, ça. En fait, il a bombé le torse et genre en mode vous êtes des merdes quoi, jamais je vais vous calculer. Donc là on revient à Sadek qui avait appelé le petit Saïd et il lui a dit écoute, je vais te faire jurer sur Dieu et tu vas jurer. Il lui a dit ok, il lui a dit écoute, parce que je vois bien, hein, t'inquiète, mais c'est juste parce que j'ai besoin d'être sûr. Il lui dit quoi? Il lui dit parmi les 5 filles qui sont passées, on est bien d'accord qu'il y avait ma fille dans le groupe. Donc là le petit Saïd il lui dit oui. Là Sadek il lui dit ok, il lui dit moi en venant, j'ai vu que Taïeb, il était en train de démontrer du doigt et il était en train de rigoler et parler et tout. Mais comme il y a le match, j'entendais plus trop bien. Il disait quoi? En gros, il voulait qu'il lui dise est-ce qu'il parlait bien des filles? Est-ce que c'était des filles qui parlaient comme ça, bizarre et tout? Et là, il a dit non, s'il te plaît, je veux pas de problème, je veux pas être mêlé à ça. Il lui a dit écoute, réponds, est-ce que c'est des filles, tout ça? Et aussi ma fille qui parlait, Mani, blablabla. Donc là, il lui a dit, Saïd, oui. Il lui dit oui, il parlait bien, il montrait bien le groupe de jeunes filles, mais surtout, il nous a parlé de ta fille à toi en particulier. Donc vous vous rappelez, la sortie de Sadek, c'était pour aller en direction de la maison de l'imam pour trouver une solution et que l'imam, en gros, un peu, il mette la pression sur la famille de Taïeb et qu'il l'oblige à se marier avec sa fille. C'était pour trouver encore une solution et pas passer par le crime. Sauf que là, en arrivant et en voyant l'action que Taïeb venait de faire envers les filles, mais surtout envers sa fille, et comment il en parlait, comment il s'en moquait, comment il rigolait, comment il la salissait, c'était ce qui va engendrer la catastrophe que je m'apprête à vous annoncer. Et il va taper un demi-tour, il va laisser planter le Saïd là, il va courir chez lui et il fait le code de son coffre et il sort son arme de service. Ensuite, il revient sur la place à côté du café où il y a tout le monde. Tout le monde donc le voit armé. Directement, il se jette sur Taïeb qui a essayé de s'enfuir, mais c'était beaucoup trop tard. Il n'y avait pas d'échappatoire. Personne ne pouvait à ce moment-là l'arrêter. Il l'a tiré devant tout le monde et il va lui mettre comme ça, talqatin perras, 2 balles dans la tête. Une fois qu'il fait ça, le jeune Taïeb, il s'effondre et il meurt sur le coup. Là, il le lâche et il se met à courir maintenant en direction du puits. Et oui, puisque la folie du père n'est pas finie. Pourquoi il court vers la direction du puits? C'est parce qu'il sait que sa fille, elle y est encore avec ses copines, puisqu'elles sont parties chercher de l'eau. Donc là, il court comme un fou. Et une fois qu'il arrive là-bas, dès que sa fille, elle voit, mais surtout les autres filles voient qu'il est armé, qu'il s'apprête à tirer sur elle à son tour, et genre mettre fin à ses jours,
toutes ses copines et toutes les femmes qui étaient là-bas, elles se jettent sur le père et elles le supplient. S'il te plaît, pas ça, ne la tue pas, pense à ta femme, mais c'est ta fille, ne n'agis pas comme ça. Et donc ils le retiennent et comme elles sont plusieurs, elles arrivent un peu à le maîtriser. Et il y a une vieille dame qui dit à Soumoud de courir, de s'enfuir. Et donc Soumoud, la pauvre, elle a son seau d'eau, elle a tout ça, et elle se met à courir, elle ne sait même pas dans quelle direction elle va, mais la pauvre, elle court, elle court, elle court, sauf que là, malgré que les filles, elles supplient, je t'en supplie mon oncle, ne faites pas ça, ne faites pas ça, avec Soumoud, elle continue de courir en pleurant et en criant, en appelant à l'aide. En appelant à l'aide qui? En appelant à l'aide que Dieu à ce moment-là, puisqu'elle savait que personne d'humain sur cette terre et surtout dans son village allait oser s'opposer à son père. Donc ils vont rester les amis de Soumoud avec les femmes à le retenir vraiment un certain temps. Dès qu'elles ont vu qu'elle était assez éloignée selon elles, elles ont un peu lâché l'emprise sur le père. Dites-vous, bien que le père, je vous ai dit, c'est un service, les forces spéciales. Donc à distance, il sait tirer aussi. Et là, il va rester à tirer. Les filles écrient, les femmes écrient. Et il tire jusqu'à en fait qu'il voit, bam, que le corps de sa fille, il s'effondre au loin. Et dès qu'il a été sûr que sa fille, elle est morte parce qu'il est resté à observer genre 4-5 minutes, il a vu qu'elle s'est pas relevée ni rien, il s'est dit ça y est, j'ai réussi à la toucher. Le mec, il va faire quoi? Il va taper un demi-tour chez l'imam et il va en gros se rendre en disant voilà, j'ai tué le mec qui a mis enceinte ma fille Taïeb et je viens aussi de tuer ma fille Soumoud. Maintenant tu peux appeler la police et dépose son arme et dit genre en gros j'ai fait ce que j'avais à faire et je le regrette pas. Donc directement le shir il a prévenu la police, il leur a dit ne venez pas, c'est moi je vais vous le ramener tout de suite. Il la ramène jusqu'au poste de police. Donc directement ils le mettent en salle d'interrogatoire et l'enquête est ouverte et il commence à comprendre et surtout savoir pourquoi le père il avait fait ça. Donc pendant ce temps que le père est en salle d'interrogatoire en train de passer aux aveux, on a l'ambulance qui est venue prendre le corps de Taïeb et on indique aussi à la police et au secours que là-bas il y a la jeune fille et tout, elle est effondrée là-bas. Sauf que quand ils vont arriver là-bas, la jeune fille elle est effondrée mais elle respire encore, elle parle et surtout il n'y a aucune balle qui l'a atteint. Dites-vous que quand elle était dans sa course, elle avait crié tellement fort, Ya Allah, Nejini, Ya Allah, genre en gros, Dieu épargne-moi, Dieu aide-moi, Dieu soit mon bouclier. En fait, il n'y a aucune balle qui l'a atteint alors que son père ne ratait jamais ses cibles. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'elle s'était jetée de manière volontaire au sol pour faire croire en fait qu'elle avait été touchée et elle n'osait même plus bouger. Dites-vous que même elle avait fait sur elle pipi. Tellement qu'elle a eu peur. Ça y est, elle s'était vue mourir. Les secours, ils l'emmènent à l'hôpital. Dites-vous qu'en salle d'interrogatoire, quand on va annoncer aux policiers que la jeune fille n'est pas morte, elle n'a aucune égratignure, mais quand même, comme elle est enceinte, on l'a ramenée à l'hôpital et tout, pour savoir si elle et l'enfant vont bien. La police, ils vont annoncer donc au père que sa fille, elle a été épargnée, malgré qu'il a essayé de la tuer. Et là, le père, il va se mettre à pleurer. Il ne va pas se mettre à pleurer pour ce que vous pensez, mes cappuccinos, cappuccinettes, genre Dieu merci et tout, elle n'est pas morte, je l'ai ratée ou j'ai fait exprès de la rater. Non, il va pleurer en disant à la police pourquoi je ne suis pas partie vérifier si elle est bel et bien morte. J'aurais dû la tuer de la même manière que j'ai tué Taïeb, c'est-à-dire en m'approchant de sa tête et piou piou. C'est pas une dinguerie. J'aurais dû me rendre qu'une fois que j'étais sûre qu'elle aussi, elle était plus sur cette terre. Donc, je vous ai dit, en salle d'interrogatoire, il commence à parler. Voilà, moi j'ai agi comme je devais agir. Ici, vous savez très bien, on est au Yémen, on agit comme ça. Surtout dans les régions reculées comme les nôtres. On a des idées bien arrêtées. Même si pour certains, ces traditions ne doivent plus perdurer, eh bien, elles existent encore et ça restera toujours ainsi. En tout cas, moi, j'ai lavé mon honneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc directement, la police, une fois que l'hôpital donne l'autorisation à la jeune fille de sortir puisque tout allait bien, il la convoque à son tour en salle d'interrogatoire. Elle va dire au policier que si elle est tombée enceinte, c'est parce que Taïeb, il l'a agressée. Sauf que là, les policiers, ils sont pas trop convaincus
des paroles et des accusations de Soumoud envers Taïeb. Parce que pour les policiers, c'était pas logique que la première fois qu'il a sauté son mur, la deuxième fois et la troisième fois, qu'elle en ait parlé à personne, même pas à sa mère, qu'elle se soit pas plainte, etc. Surtout s'il y a eu par la suite ce qu'elle dit qu'il l'a agressée, que c'est un pays où ils ont des lois, que si elle était partie porter plainte, il aurait été puni, ça n'aurait pas été jusqu'alors. Donc pour eux, ils ne croyaient pas à son histoire d'agression. S'ils lui disent « t'as quel âge pour accepter de quelqu'un, même un enfant qui est petit, de 3 ans, si quelqu'un lui propose un bonbon, quelque chose, il ne va pas prendre. Alors toi, genre, tu es considéré, tu as 18-19 ans, genre, tu sais très bien le dissocier et tout ça. Quelqu'un qui saute ton muret et qui t'offre un jus d'orange et toi tu le bois, genre, sans te poser de questions. » Et donc, ils vont continuer de lui mettre la pression, jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer et par avouer, eh bien, qu'elle était en relation amoureuse avec Taïeb et que toutes les relations intimes qu'ils avaient mutuellement, elles étaient consenties des deux côtés, qu'il n'y avait jamais eu d'histoire d'agression. Mais si Taïeb, à la fin, il voulait plus d'elle, c'est parce qu'il lui a dit que déjà, ils n'étaient pas issus du même rang social et que sa famille n'accepterait jamais qu'il se marie avec quelqu'un qui n'est pas du même rang qu'eux. Et qu'en vérité, ce qui l'intéressait chez elle, c'était bien de coucher avec, puisqu'il avait fait un pari avec ses amis, puisqu'il l'a trouvée tous très belle. Et en gros, c'était un pari de qui arriverait à ses fins en premier. C'est horrible. Donc dites-vous que là, on va commencer l'étape des procès. Donc elle va avoir un procès, dites-vous, Soumoud. Et la punition qu'elle va recevoir, c'est son coup de fouet. Et ils ont dit qu'elle va être punie parce qu'elle a couché hors mariage. Donc c'était ça la punition qu'ils ont infligée à Soumoud. Mais son avocat, il a réussi, comme après ils ont appris qu'elle était enceinte, bien qu'elle ne reçoive pas cette punition. Et là, on passe au procès donc du père. Mais c'est-à-dire quand il arrive au procès, il vient confiant puisqu'il se dit crime d'honneur, ils acceptent ça, ils vont comprendre, ils vont savoir et je vais rien risquer, je vais repartir libre d'ici. Sauf que là, il va être surpris quand il va dire oui, je suis là parce que crime d'honneur. Il va dire quelle histoire de crime d'honneur. Donc là, lui-même, il est surpris. Comment ça, vous savez très bien. Tout le pays maintenant, il est au courant de ce qui s'est passé. Là, ils vont lui dire non mais attends. Toi, quand tu as appris que ta fille elle était enceinte et avec qui elle avait eu cet enfant, tu as mis certes des jours, n'est-ce pas, à réagir, à avoir une réaction. Ce qu'ils lui ont dit, quand est-ce que tu as appris que ta fille elle était enceinte? Il a dit le jour un tel. Et quand ils lui ont demandé agis quand, c'est quand que tu as pété un câble, il lui a dit 4 ou 5 jours après. Là, ils vont lui annoncer, les juges, les procureurs, etc., que son cas ne peut pas être traité comme le cas d'une affaire d'honneur. Donc là, il va dire, et pourquoi ça? Simplement, il va l'expliquer parce que tu ne l'as pas fait dans l'instant. Exemple, genre, s'il aurait agi le jour où il l'a appris, ils auraient pu dire, ouais, honneur. Mais comme il a laissé des jours passer, genre en mode, c'est compliqué. Hein. C'est genre, c'est calculé, il a cogité, il a planifié tout ça, si vous comprenez. Donc, quand il a compris ça et qu'ils l'ont bien fait comprendre, ils lui ont dit, donc tu ne vas pas échapper ni à la prison, ni aux dommages et intérêts. Donc, ils lui ont dit 8 ans de prison. Exemple, tu vas donner, genre, exemple, ils lui ont dit, tu vas donner telle somme pour la famille. Alors, à ce moment-là, la sentence ne convenait pas à Sadr. Et directement, il va faire appel. Mais il n'y a pas que lui. Il y a la famille du jeune Taïeb. Lui, eux aussi, ils n'étaient pas d'accord. Pour eux, ils trouvaient la peine trop légère et ils s'en foutent de l'argent parce qu'eux, ils sont déjà blindés. Donc, eux, ils voulaient une sentence beaucoup plus dure. Mais à ce moment-là, lors du procès maintenant en appel, dites-vous que la sentence, elle va choquer tout le monde. Directement, ils ont bien réaffirmé que le fait qu'il ait tué Taïeb ne pouvait pas être considéré comme un crime d'honneur parce que ça n'a pas été fait, la vengeance n'avait pas été inculquée sur l'instant T. Il avait laissé ça durer dans le temps. Donc, tout simplement,
aux yeux de la loi, c'était un crime prémédité. En plus de ça, ils lui disent que la fille avait fini par dire qu'elle était en réalité avec le garçon et que c'était pas du tout une agression, qu'il lui avait pas forcé ni rien, elle était partie avec son propre consentement et en gros ils étaient en couple. Et au regard du crime, comment il l'a fait et tout ça, de sang-froid et tout, ils m'ont dit en vérité, merci à toi d'avoir voulu faire appel puisque ta vraie sentence, celle qu'on aurait dû te donner en première instance, eh bien c'était la peine de mort. À partir de ce moment-là, il a dit quoi? Il était choqué et ils lui ont reconfirmé les dires, tu es condamné à mort. Et en plus, dites-vous, de sa condamnation à mort, il a dû payer les dommages et intérêts à la famille. Donc là, il était choqué, mais maintenant, il n'y a plus d'appel et tout, il allait avoir cette sentence-là. Parce qu'en gros, en fait, ils ont dit que le fait qu'il ait laissé des jours passer, il a eu le temps de redescendre, il était apaisé. En gros, il a planifié dans sa tête un plan. Il s'est dit, il va le tuer et il va coller ça sur le dos de crime d'honneur et ça allait passer parce que malheureusement, c'était courant. Et il pensait que ça allait passer comme ça. Sauf que non, c'est pas passé pour lui. Dites-vous que même au Koweït, c'était récemment, j'avais lu cet article, que c'était à peu près comme au Yémen, genre en gros, crime d'honneur, si tu te venges, voilà, c'était toujours des peines moindres, etc. Maintenant, ça y est, genre en mode, si tu te venges, il n'y a plus d'histoire de vengeance, la justice, genre en gros, ils te disent, elle est là. Mais si tu agis quand même, bah, tu peux avoir une grosse peine de prison, voire même avoir une peine de mort. Il n'y a plus de notion d'allègement parce que genre, tu as lavé l'honneur, soi-disant, etc. Non, tu risques peine de mort ou prison à vie et il n'y aura aucun argument que la personne va apporter qui pourra peser dans la balance et tout parce que en fait, les gens, ils se cachaient énormément derrière ça. Et s'ils ont décidé de tous revoir un peu comme ça, on va dire cette partie de la loi là, c'est parce qu'il y en avait beaucoup qui en profitaient pour, par exemple, tuer leur épouse, tuer leur fille, tuer leur sœur, voilà, c'était toujours aussi les femmes qui pâtissaient. Donc, ils ont établi ça comme ça, bah, s'il a dans l'idée, je la tue, je vais dire, ouais, c'est parce qu'elle a fait un truc et tout, alors ça trouve que le mesquine, elle avait rien fait, et même au-delà, même si elle avait fait, est-ce que c'est ton dos? Eh bien, il ne peut plus se cacher derrière le mot honneur, crime d'honneur. Donc voilà, c'était l'histoire de Sadek. Regardez sa fin, comment elle était. Et vraiment, c'est une histoire qui nous fait les montagnes russes. Et je voulais absolument la partager avec vous, vous la raconter. Parce que jusqu'à la fin, on ne sait pas ce qu'il va se passer. J'ai fini cette vidéo et cappuccino, cappuccinette. J'espère que vous avez apprécié ce moment et que vous n'avez pas trop été gêné. Et ça fait rire, ça fait drôle de le dire par les Black Eyed Peas. Puisque voilà, j'ai essayé au max du max de parler des fois et tout pour que vous n'ayez pas gêné. Mais normalement, Inch'Allah, ça devrait aller. Quoi qu'il, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous en remercie et je vous invite à écrire en commentaire. Comme ça fait longtemps et qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés à la chaîne et d'ailleurs, bienvenue à vous. Eh bien, d'où est-ce que vous me regardez? D'où est-ce que vous regardez cette vidéo? Si vous la regardez par exemple du Maroc, de la France, du Sénégal, de la Somalie, de la Suisse, de l'Angleterre, peu importe, dites-moi d'où est-ce que vous me regardez. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de commenter mais sans spoil, de venir me suivre sur YouTube, de venir me suivre sur mon Instagram, mon TikTok, mon Snap. Je n'ai pas de Twitter et je n'ai pas de Facebook. D'ici la prochaine histoire, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!